Passons à la table ronde. Quels effets de levier, en effet, Sylviane, pour l'économie et la renaissance industrielle? Quels sont les nouveaux outils et services? Quelles sont les opportunités, mais aussi les freins à lever pour la transition climatique et la performance des entreprises? Alors, on pourra aussi faire un point sur les enjeux de la COP26 l'année prochaine à Glasgow. Mais là, qui on reçoit On va recevoir Bertrand Badret. Oui. Nous allons l'entendre. Il doit être avec nous. Est-ce que Bertrand peut nous dire un mot? Vous êtes l'ancien directeur général de la Banque mondiale et vous avez cette expérience de chef d'entreprise, de grande, je dirais. Est-ce qu'il est en ligne, Bertrand Badret? Est-ce que vous m'entendez? Voilà, parfaitement. Bertrand, vous avez la parole parce que nous sommes extrêmement heureux, honorés de votre présence avec nous, en tous les cas via cette visio, de façon à nous dire quel est aujourd'hui, de votre point de vue, cet état des lieux sur les évolutions de la finance climat. Mais écoutez, merci. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les intervenants précédents. Jean-Pierre Cordier le rappelait, on est à un moment très intéressant où une partie d'entre nous se réjouit du 5e anniversaire de la COP21 en se disant il s'est passé quelque chose et ça va se poursuivre. Et une partie d'entre nous se dit ça fait déjà 5 ans et où est-on? Donc on est un peu à la croisée des chemins, très, très incertain en fait sur la suite, très incertain sur le chemin à prendre. Le Covid est venu agiter tout ça avec toutes nos réflexions sur le fameux monde d'après. Certains, comme Welbeck, se demandant si le monde d'après, ce serait le monde d'avant ou pire, et d'autres rêvant d'un monde d'après où toutes les difficultés seraient aplanies. Alors, le sujet, c'est qu'en fait, le monde d'après, on l'avait déjà pensé en 2015, ça a été rappelé. J'ai été partie prenante à la Banque mondiale à l'époque, des grandes conférences de l'époque, évidemment celle de Paris sur le climat, mais aussi l'Assemblée générale des Nations unies qui a adopté les objectifs de développement durable en septembre 2015, et même, on oublie aussi la conférence d'Addis Abeba sur le financement du développement. C'est en fait pour moi les 3 piliers de ce monde d'après. On avait défini une feuille de route pour l'humanité, mais j'avais déjà dit à l'époque, je l'avais écrit d'ailleurs, que cette feuille de route était en partie incomplète puisqu'on avait estimé que désigner les objectifs et laisser la bonne volonté, y compris d'ailleurs techniquement dans les objectifs nationaux, la bonne volonté jouée en espérant que cela créerait une dynamique positive, une course vers les sommets, serait suffisant. Et on n'avait pas, me semble-t-il, assez réfléchi au fait qu'il y avait dans le système économique et financier des choses qui ne permettraient pas d'aller spontanément dans la bonne direction. Et donc, on a très largement fait reposer le dispositif de 2015 sur les engagements individuels et collectifs, sur la bonne volonté, système qui est par construction assez fragile, qui permet aux petits malins de naviguer assez facilement en disant « j'en fais plus qu'en réalité je ne fais ». Et donc, on s'est réveillé juste avant le Covid en se disant, dès l'année dernière, en fait, on n'est pas en ligne avec ce qu'on s'est engagé à faire en 2015. Arrive le Covid. Alors, le Covid, évidemment, n'est pas une crise de la mondialisation, ce n'est pas une crise de la finance, ce n'est pas une crise du capitalisme. Des pandémies, il y en a eu à peu près sur toutes les latitudes et à tous les siècles. Mais cette pandémie, ça a été bien dit et répété depuis des mois, elle a mis en évidence toute une série de failles qui n'avaient pas été traitées après la crise financière de 2008-2012. Elle a malheureusement souligné les égoïsmes nationaux. On l'a bien vu dès le mois de mars. On le voit encore, pour moi, l'exemple type, et j'ai apprécié ce que vous venez de dire sur l'importance des pays du Sud. La Banque mondiale et les Nations unies expliquent en mars qu'il faut 2 500 à 3 000 milliards pour aider les pays émergents en développement à traverser cette crise. Et le G20, péniblement, mobilise une dizaine de milliards. Donc, on voit qu'il y a un écart croissant entre la générosité exprimée et la générosité réelle. Et au bout de ça, on voit effectivement une crise qui accélère un certain nombre de tendances, comme le poids du numérique dans nos vies quotidiennes et dans l'économie, le poids des inégalités, l'inégalité sanitaire, l'inégalité économique et l'inégalité sociale. Et donc, tout ça nous oblige à nous reposer la question, au fond, a-t-on été sérieux en 2015? A-t-on fait ce qu'il fallait pour cette feuille de route, pour ce monde d'après, à un moment où la finance, elle, essaie d'échapper à cette crise. D'ailleurs, elle en profite plutôt assez largement. Là, les acteurs financiers ont fait une très bonne année 2020. Les plus favorisés d'entre nous ont plutôt, en général, profité de cette crise, ce que les Américains ont appelé la reprise en K. Vous avez la branche positive du K qui fait qu'une partie de la population a vraiment
profité au sens propre du terme de la crise et que la partie descendante du cas, la branche descendante du cas, montre qu'il y a une partie qui, elle, s'est enfoncée dans les difficultés. Et donc, au-delà de cette tension entre ce que les Américains appellent Wall Street d'un côté qui est euphorique et Main Street qui est un peu déprimé, on a aussi des débats plus anciens sur les finances qui, de toute façon, nous obligent à nous reposer la question de l'évolution de la finance. Je vais en prendre 3 très rapidement. Le premier point, c'est des taux zéro. Ça, c'est quelque chose auquel la finance n'était pas habituée. Je n'avais pas vu jusqu'à cette année l'idée que des taux négatifs puissent être autre chose qu'un accident. Alors, manifestement, ça devient la norme et pour assez longtemps. Première question, comment nos modèles financiers fonctionnent en taux zéro? Deuxièmement, la question de la monnaie, du bitcoin, des cryptocurrencies, etc. On se pose la question, mais au fond, l'argent est-il gratuit? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les actifs alternatifs? Et puis le rôle des banques centrales, évidemment, dont on ne sait pas très bien. Mario Draghi, d'ailleurs, l'a redit dans les interviews cette semaine. Comment est-ce qu'on arrête la perfusion? Donc, le constat, pour moi, il est assez simple. C'est que la feuille de route de 2015, elle reste largement valide, mais qu'on n'est pas allé au bout du raisonnement, de même qu'on n'était pas allé au bout du traitement des défauts du système financier après la crise financière de 2007-2012. On demeure, en fait, très attaché à ce qui a été posé par l'économiste Milton Friedman en 1970, un article fameux du New York Times, qui disait, alors le débat aux États-Unis était le suivant, General Motors, qui était une des plus grandes entreprises du monde, se posait la question d'élargir son conseil d'administration à 3 administrateurs représentant l'intérêt public. Et Milton Friedman, de manière fracassante, explique dans le New York Times, c'est une absurdité, the social purpose of business is to increase its profits. Le seul objet de l'entreprise, c'est de maximiser ses profits. Et donc, ne commencez pas à parler d'intérêt public, d'autres choses. Vous vous occupez du profit tel que défini. Et ça s'est traduit dans nos normes comptables, dans la gouvernance des entreprises, dans les obligations fiduciaires de ceux qui gèrent l'argent, dans nos modes de rémunération, la manière dont on rapporte nos actions, les agences de notation, etc. Donc, on a un système qui reste fondamentalement celui-là, même s'il y a eu quelques changements. Et ce système, il a montré ses faiblesses. Ce système, il est fondé sur la logique d'optimisation. Il favorise le court terme au détriment du long terme. C'est une lecture financière de l'activité des entreprises. Et effectivement, il néglige la résilience. Il ne prend pas en compte les externalités, notamment climatiques, mais pas seulement. Ça a été rappelé à l'instant, la nature, la biodiversité, le fait de bien être ensemble, par exemple, et finalement à développer ce que j'appellerais un capitalisme hors sol, qui finalement marche très bien sur Excel, mais oublie la réalité de notre planète, la réalité de ses habitants, fait se dissoudre petit à petit les solidarités géographiques, économiques, familiales et sociétales, et montre les limites finalement d'une finance qui repose exclusivement sur l'analyse du couple risque-rendement, risk-return en anglais, alors que selon moi, il faudrait qu'on intègre une 3e dimension, risk-return and impact, risk-return and sustainability. On ne peut pas se contenter de l'équilibre risk-return, qui n'intègre pas naturellement ce dont on parle aujourd'hui, la crise climatique, la crise environnementale au sens large et aussi la crise sociale, les 3 étant de plus en plus liés. Donc il y a un travail sur les modèles qu'il faut engager et finalement, il faut travailler sur l'operating system. Je ne sais pas s'il faut l'upgrader, donc le mettre à jour et passer à une nouvelle version ou carrément le changer. Et reprendre, alors je prends une formule que j'aime beaucoup d'un professeur d'Oxford, Colin Mayer, dans son livre Prosperity, qui dit en fait, l'objet de l'entreprise ne doit pas être de maximiser le profit, donc le profit n'est pas une fin en soi. L'objet de l'entreprise, c'est de trouver des solutions profitables aux problèmes de la planète et de ses habitants. Donc, ce n'est pas que le profit est mauvais, c'est que le profit devient un moyen en vue d'une fin. Le profit se légitime parce qu'il s'inscrit dans la durée et avec une fonction d'utilité. Et ça, c'est très compliqué, c'est-à-dire qu'il faut changer cette formule de base et après la décliner. Alors, ce n'est pas glamour, c'est très technique, ce n'est pas très excitant. Travailler nos normes comptables, travailler nos modes de rémunération, travailler nos obligations fiduciaires, travailler la gouvernance. C'est un travail de longue haleine et je suis vraiment ravi de participer à vos travaux aujourd'hui. Vous êtes vraiment des acteurs majeurs dans ce domaine. Ça veut dire qu'il faut vraiment ouvrir le capot de la voiture, prendre sa clé de 12, prendre son tournevis et commencer à travailler sur le moteur proprement dit. Ce travail, il est en cours. Il y a un certain nombre de choses. On a parlé de TCFD tout à l'heure qui sont en cours. Mais il faut être très honnête, on est au tout début. Et à un moment un peu foisonnant, il se passe des tas de choses un peu partout. Et on ne sait pas encore très bien dans quelle direction ça va aller. On ne sait pas très bien d'ailleurs qui va
piloter ça? Est-ce que l'Europe, qui a pris un peu d'avance, va garder les commandes et finalement être capable de préserver sa souveraineté sur ces sujets-là? Ou est-ce que les Américains, qui ont bien senti qu'il y avait une belle opportunité business là-dedans, vont finalement définir ce qu'est le bien et le mal pour les 50 prochaines années? Ce n'est pas seulement une question théorique, ce n'est pas une question rhétorique. Je pense que c'est une question qu'il faut qu'on se pose tous. Donc le travail, il est de longue haleine. Comment est-ce qu'on transforme notre modèle financier? Comment est-ce qu'on avance? Alors, il y a deux forces très, très importantes. La première, c'est effectivement tout ce qui est lié au pouvoir public, à la réglementation. Il y a des choses qui se font. L'Europe en particulier fait beaucoup de choses. Il faut aller dans cette direction. Et puis, en économie de marché, il y a une force qu'il ne faut pas négliger, c'est le marché. On a parlé d'innovation, c'est un point très important. Qu'attendent les consommateurs? Qu'attendent les investisseurs? Qu'attendent les salariés? Qu'attendent les chefs d'entreprise? Tous ces gens-là votent avec leurs pieds, normalement. Mais il faut se reconnaître, regardons-nous dans une glace, on est tous un peu schizophrènes, on ne fait pas toujours ce qu'on attend de nous en la matière. Et donc, ce qui est très compliqué, c'est qu'aujourd'hui, ce travail, il est engagé. Il n'y a pas de maître du monde qui va prendre la décision à notre place. L'Europe a ce rôle clé. Je pense que le Green Deal, la taxonomie, les différentes directives sur la finance durable jouent un rôle très important. Il y a un travail intellectuel, académique à faire. Alors, je voudrais juste conclure en mettant en avant une douzaine de points qui me paraissent ceux qu'il faut garder à l'esprit dans les mois et les années qui viennent pour ce travail. Le premier, je pense qu'il faut avoir la bonne combinaison d'ambition et de réalisme. C'est-à-dire, quand on dit il faut changer le système, les gars me disent t'es français, on sait les Français, la Révolution française, vous coupez les têtes, l'abolition des privilèges, on passe à autre chose. Le grand soir, ça marche pas. Donc ça, mais en même temps, il faut garder l'idée que si c'est pas un grand soir, il faut une grande décennie. Enfin, il faut quelque chose qui se passe. Donc, être réaliste dans la mise en œuvre et très ambitieux sur l'objectif. Deuxièmement, avoir une approche systémique. Là aussi, c'est pas juste le climat. C'est le climat, c'est la nature, c'est les égalités, c'est la santé des individus. En poussant un peu le bouchon, on pourrait dire que la santé des individus, la santé des économies, la santé de la planète vont ensemble. Et on revient à ce rôle du profit qui est au cœur d'un système qui est sain dans la durée. Troisièmement, il ne faut pas abandonner l'idée qu'on sait optimiser. Il ne faut pas abandonner l'idée qu'on sait innover. Il faut utiliser ça, c'est le génie de l'économie de marché, mais il faut l'utiliser pour faire du mieux, mais pas à tout prix. Garder cette idée de résilience au cœur de l'optimisation, développer des racines. Quatrièmement, et ça c'est un point qui est très important, très difficile, développer la coopération entre secteur public et secteur privé à grande échelle. On en parle tout le temps. La réalité, c'est qu'on en fait de moins en moins et que c'est de plus en plus suspicieux. Les gens sont très nerveux de travailler ensemble. Et donc là aussi, ce n'est pas seulement faire du blended finance, comme on dit, mélanger finance publique et privée, c'est faire de la blended expertise, du blended data. C'est vraiment travailler ensemble et pas réinventer la roue à chaque fois. Cinquièmement, on a vraiment ces développements technologiques et numériques qui nous ouvrent des horizons exceptionnels. Là aussi, j'ai souvent cru dire que la finance comme la technologie sont les deux forces dont on attend le salut après cette crise. On est à la fois fasciné, on a à la fois très peur. Donc là aussi, il faut réapprovisionner ces forces à notre service. Au service de l'homme, c'est le 6e point. Science et finance doivent être au service de l'homme et pas le contraire. Ça, c'est très important. Et pour l'homme, je pense qu'il faut travailler à préserver nos classes moyennes, qui sont les classes qui sont en risque aujourd'hui et qui sont l'épine dorsale de nos démocraties et de nos économies de marché. Septième rôle, et ça, les Français aiment bien, c'est fraternité. On n'en parle pas beaucoup, mais entre égalité et liberté, il faut protéger la fraternité. Ça ne rentre pas dans les externalités des entreprises, mais je pense que dans nos modèles, il faut qu'on donne de la valeur à cette fraternité. Huitièmement, il n'y aura pas de valorisation, me semble-t-il, sans valeur. Je pense que l'intégrité va être une variable clé et qu'on ne pourra pas dire des choses et faire le contraire, ça sera difficile. Une anecdote que j'aime bien rappeler, en 2008, j'organisais d'ailleurs avec l'Institut Montaigne un colloque, avant même la faillite de Lehman Brothers sur la crise financière, et je me retrouvais à la tribune avec Paul Volcker, l'ancien dirigeant de la Réserve fédérale américaine, qui est un larger than life, comme les Américains, plus de 2 mètres, grande figure du service public américain. Il était interrogé, on lui dit « Monsieur Volcker, vous êtes très critique avec les financiers, pourtant ils ne font qu'obéir aux règles. » Et Paul Volcker avait répondu de manière assez cassante « Écoutez, je n'accepte pas plus en 2008 qu'en 1945 l'excuse de Nuremberg. Vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas ce que vous faites. Les gens dans la finance sont parmi ceux qui ont les plus beaux diplômes de la planète. Ne faites pas semblant de ne pas comprendre ce que vous êtes en train de faire collectivement. Donc, ouvrez les yeux. Et je me souviens que je me suis pris un coup de poing dans l'estomac ce jour-là. Donc là aussi, gardez les valeurs au cœur. Neuvièmement, évitez le concept de mur défensif.
Le climat, ça a été rappelé à l'instant, mais c'est vrai de tout. Il ne faut pas que les pays de l'OCDE soient les bobos du reste du monde, pour être très clair. Il faut qu'on ait une capacité à inclure ces pays dans nos réflexions sur le plan financier, sur le plan d'innovation, sur le plan des techniques. Là aussi, ne créons pas un bunker. 10e point, passer d'une culture du plus à une culture du mieux. Je conclus. Et 11e, nous devons ce changement aux jeunes. Je pense que c'est très, très important. Il ne faut pas qu'on leur laisse juste des dettes, il faut qu'on leur laisse un espoir. Dernièrement, ce n'est pas une série de recettes qu'il faut avoir, c'est un changement comportemental. J'ai usé et abusé de cette citation de Tolstoï que j'aime beaucoup dans Guerre et paix. Tout le monde veut changer le monde, personne ne veut se changer soi-même. N'attendons pas le salut du reste du monde. Il n'y a personne qui va nous dire voilà comment on va faire. Si on ne commence pas nous-mêmes à faire le changement, on n'y arrivera pas. Et donc, c'est bien ça dont il s'agit. Le changement commence à notre niveau tous les jours. Et avec ça, on a une petite chance que ça marche. Je vous remercie. Et infiniment merci beaucoup, cher Bertrand Badré. Nous avons, si je puis dire, écouté sagement mais tellement attentivement vos paroles parce qu'effectivement, tellement de conseils, tellement d'orientations. Et celui-ci, le dernier, hyper important pour chacun. Ça commence par chacun. Alors, ça commence aussi par les investisseurs et les prêteurs. Et je voudrais peut-être commencer, moi, maintenant, à donner la parole à Laurent Babiquian et à Emmanuel Mouret. Laurent Babiquian, il est directeur marché de capitaux CDP Europe. Il est avec nous en visio. Il a souhaité dialoguer sur ces questions avec Emmanuel Mouret, qui est la présidente du directoire de la Banque Postale Asset Management. Et effectivement, comment faites-vous, vous, ceux qui choisissez, qui déterminez quels pourraient être les investissements et les prêts, comment les choisissez-vous, ces entreprises, et comment les accompagnez-vous dans cette transition? Y a-t-il là des évolutions, des progrès, des nouvelles techniques, des nouvelles belles façons de faire? À vous la parole. Merci Laurent d'introduire. Merci Sylvia, merci de m'avoir proposé de rejoindre cette passionnante discussion de l'après-midi. Et merci à Emmanuel aussi d'avoir accepté de converser avec moi. Bonjour à tous. Donc, on va reprendre certains thèmes qui ont été développés par Bertrand auparavant. Je souhaite quand même rappeler très vite que nous devons faire, d'ici 2100, nous devons avoir un monde plus aux alentours de 2 degrés, parce qu'entre 2015 et 2020, on est passé de 2 degrés à 1,5 degré. Donc, on a perdu 0,5 degré, alors qu'on a déjà fait 1,1 degré. Donc, en fait, il nous reste entre aujourd'hui et 2100, avec une étape intermédiaire à 2050, à faire 0,4 degrés. Donc, il va falloir qu'on soit très créatif et il va falloir qu'on soit très volontaire aussi et qu'on mette en place des choses. Donc, je trouve que la Commission européenne est, je dirais, pas mal en avance dans le monde sur la mise en place d'un cadre législatif qui va forcer les gens à faire des choses et qui va demander aux gens de faire des choses, notamment dans le monde de la finance, puisqu'il y a le fameux Action Plan on Sustainable Finance qui commence à être décliné en directive européenne, et cette déclinaison arrive en 2021, 2022, 2023. Je pense à la directive sur les benchmarks, je pense à la taxonomie, je pense au devoir de reporting des investisseurs qui fait suite à l'article 173 en France. Donc, je dirais que la Commission européenne fait beaucoup de choses, ça va s'accélérer et ça commence à se mettre en musique. Alors, dans ce contexte-là, Emmanuel, qu'est-ce que vous pensez de la fameuse taxonomie européenne dont tout le monde parle? C'est la première question, et donc je serais ravi d'entendre ce que vous avez à dire sur ce sujet. Alors, merci Laurent. Le son fonctionne bien? Oui, oui. Ça, vous m'entendez très bien. Ok. Bon, alors la taxonomie, moi, je la salue parce que d'abord, elle est européenne et nous avons besoin d'un langage commun. Donc ça, c'est un premier point. La deuxième chose qui m'intéresse dans la taxonomie, c'est qu'elle a vocation à nous mettre, nous, plusieurs pays européens, sur une même ligne d'objectifs. Et ce n'est que si nous sommes collectivement engagés et de façon comparable entre tous les pays qu'on réussira
à résoudre cette problématique des 0,4 degrés, Laurent, que vous avez mentionné. Donc ça, c'est en préliminaire, donc c'est une très bonne initiative. La taxonomie, alors il y a deux enjeux. Le premier, c'est il y a 6 objectifs environnementaux qui ont été déterminés. Ça, c'est très bien. Mais je dirais que ça n'est pas une fin en soi, ou peut-être ça n'est pas suffisant parce que derrière ces objectifs environnementaux, il y a des sujets qui tournent notamment autour des aspects sociaux, du S, et quelque part aussi de la gouvernance, du G, qu'il ne faut pas perdre de vue. Donc, lorsqu'on parle de la taxonomie, il ne faut pas rater aujourd'hui ce S et ce G, les sujets sociétaux et les sujets de gouvernance, qui à ce stade ne sont pas inclus dans la taxonomie, qui visent évidemment l'efficacité climatique, mais cette efficacité climatique sera d'autant plus efficace que précisément elle englobe le reste, la gouvernance d'entreprise et les aspects sociaux. Donc ça, c'est un premier point sur la taxonomie. Un deuxième point sur la taxonomie, c'est que elle a évolué et je trouve qu'elle modifie la manière dont l'industrie aujourd'hui de l'investissement responsable s'empare du sujet. Pourquoi? Parce que en fait, elle met la donnée brute au cœur de l'activité. Ça, c'est important parce que jusqu'à présent, dans le domaine de l'investissement responsable, on utilisait beaucoup les méthodes de scoring. Et le scoring, c'est déjà de la donnée brute qui est agrégée et retraitée, puis restituée par des agences, par exemple, de notation. Et souvent, c'était des black box. Donc, je pense que c'est un aspect important de la taxonomie européenne, c'est d'avoir mis la donnée brute au cœur du réacteur. Donc ça, je dirais que la taxonomie, ce serait l'alphabet. Et maintenant, il y a la grammaire. Il nous faut une grammaire. Il y a une task force au niveau européen qui est en train de travailler sur la mise en place d'un standard de reporting ESG, pardon, et qui est présidé par Patrick de Cambourg. Est-ce que vous saluez cette initiative? Est-ce que vous pensez qu'il faut une grammaire commune pour pouvoir avoir le pendant de ce qui se passe à l'IFRS ou IASB au niveau financier? Est-ce qu'il nous faut quelque chose d'équivalent pour tout ce qui est ESG? Mais c'est juste absolument essentiel. C'est sans cette grammaire, et le terme est assez bon, il n'y a aucune chance de pouvoir investir de façon cohérente et coordonnée sur les enjeux climatiques. Donc, c'est essentiel d'avoir des reportings qui soient comparables. C'est essentiel que les investisseurs puissent se retrouver dans ces reportings. Donc oui, nous saluons, nous accompagnons, je crois que nous devons nous mettre d'ailleurs sur les standards les plus élevés. Je crois que la France là-dessus c'est vrai que l'article 173, d'abord français, montre le là. L'EFRAG, puisque Patrick de Cambourg est le patron de l'EFRAG, en effet donne le ton. Moi, je crois qu'il faut même accélérer là-dessus, hein, parce que non seulement c'est la standardisation du reporting, mais c'est aussi la fourniture d'indicateurs qui seront les mêmes pour l'ensemble des acteurs. Donc sans cette capacité, et votre image sur les normes comptables est bonne, on a pu comparer les entreprises et les industries sur le plan financier, et nos marchés de capitaux fonctionnent grâce à ça, et nous, investisseurs, nous avons cette lecture commune du financier. Il faut que la lecture de l'extra-financier soit tout à fait commune, c'est une évidence. Et alors, pour reprendre quelque chose qu'a évoqué Bertrand tout à l'heure, les Américains ont bien senti qu'il y avait du bon business à faire et l'Europe est relativement en avance sur les cadres législatifs et les obligations de faire. Donc, vous savez bien que sur le marché, toutes les maisons financières américaines ont racheté les maisons extra-financières européennes et que maintenant, au niveau des standards ou des frameworks de reporting, il y a aussi un mouvement de concentration puisque SASB s'est rapproché de l'Integrated Reporting et qu'il y a des questions autour de GRI et de CDSB. Est-ce que, alors déjà, comment voyez-vous ce flux des États-Unis vers l'Europe? Je tiendrai aussi à apporter une information qui est assez intéressante, en soit deux informations. C'est que maintenant, je pense en Europe, on est devenu conscient de ce problème. Il y a des effets inverses, c'est-à-dire qu'il y a Deutsche Börse qui a racheté ISS très récemment, donc qui fait revenir en Europe du savoir ESG, puisque SS avait bâti son savoir ESG en rachetant des boîtes européennes. Donc 2 ans après, ça revient en Europe.
Et puis, il y a Euronext qui est en train de bâtir aussi une bourse européenne avec 8 pays maintenant couverts. Donc, comment voyez-vous cette espèce de bataille de lutte d'influence entre le monde anglo-saxon, je pourrais élargir. Bah, alors là, je vais prendre une casquette, française, et d'une Européenne convaincue et je vous livre une opinion qui est personnelle, mais je pense que nous devons en effet défendre notre, alors précaré n'est pas le terme, mais défendre notre avance. En fait, on a des continents qui raisonnent pas de la même façon. En matière extra-financière, je pense que l'Europe, sur le fond, a fait énormément de travaux depuis plus longtemps, s'est imprégnée des problématiques ESG et la taxonomie d'ailleurs en est l'exemple, depuis plus longtemps que les États-Unis, hein, qui se sont tout de même retirés de l'accord de Paris sur le climat. Mais côté américain, ils sont très forts à déceler les opportunités de business. Donc on a une Europe qui défend le fond et on a des États-Unis qui défendent le business. Alors, je pense que nous devons, et les uns et les autres, progresser sur les sujets qui ne nous sont pas, naturels. Mais, bien sûr que concernant, l'Europe, je crois que puisque nous avons réfléchi depuis longtemps, puisque nous mettons en place des taxonomies, puisque nous avons, une vocation, climatique qui est très forte, nous devons défendre cette avance et être, capable de donner le ton en termes d'agences de notation, en termes de recherche, en termes de méthodologie, en termes d'indicateurs, c'est essentiel parce que nous finirons sinon comme sur les normes comptables, avec des normes comptables qui, de manière, globale, sont venues du monde anglo-saxon avec les IFRS ou les US GAAP et est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Je ne suis pas sûre. Donc en tout cas, oui, je crois que nous devons aller un cran plus loin sur ce sujet et marteler par des méthodologies, des indicateurs, des harmonisations, enfin en tout cas être très fort et ne pas en effet laisser partir certains de nos joyaux. D'accord, bah écoutez, je bois vos paroles. Est-ce que vous pensez que l'Europe devrait se doter d'une agence de rating ESG? Et est-ce que vous pensez que ça doit être une structure privée ou potentiellement une structure PPP, comme Bertrand en parlait auparavant, donc Public-Private Partnership? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Alors, il me semble que se doter d'une agence de rating européenne, ça va un peu dans le sens des propos qu'on vient de tenir. Pour moi, ça fait partie de l'arsenal, dont l'Europe, doit avoir en stock et donc oui, je serais très, partisane d'avoir une agence de rating européenne parce qu'on sait très bien que les agences de rating donnent le ton. Donc une fois de plus, ça me paraît important, d'avoir quelque chose, en Europe, pourquoi pas? C'est un démarrage et puis tout cela accompagnerait, tous nos efforts, comme on vient d'en parler sur la taxonomie, sur l'harmonisation des reportings et cetera. Donc oui, j'y verrais une suite logique. Ensuite, est-ce que, cette agence devrait-elle être privée ou publique? Alors, là-dessus, je pense qu'on peut avoir tous les points de vue. Je vais vous répondre avec un petit pas de côté. Ce qui me paraît important, c'est, aujourd'hui, en fait, nous utilisons des données qui sont, du déclaratif. C'est-à-dire que nous, investisseurs, nous investissons, que ce soit en ESG ou sur des sujets d'impact, sur du déclaratif. D'ailleurs, l'ESG n'étant pas vérifié, c'est de l'autoproclamation et nous bâtissons tous nos portefeuilles sur de l'autoproclamation ESG sur la base de l'autodéclaratif d'entreprise. La problématique de ça, elle est à 2 niveaux. La première, c'est que qui contrôle ce que disent les entreprises? Aujourd'hui, il n'y a pas de contrôle. Donc je pense que c'est un enjeu d'ensemble. On peut, nous, engager les entreprises et vérifier les engagements qu'elles prennent et s'assurer que ces engagements sont tenus dans le temps, certes, mais et c'est là qu'avoir une agence pourrait nous aider. Ce serait encore mieux si on pouvait avoir, des vérifications qui soient faites, auprès des entreprises. Ça, c'est le point 1 et le point 2, on souhaiterait avoir de plus en plus d'entreprises qui communiquent.
La problématique, c'est qu'aujourd'hui, la communication sur des enjeux ou des engagements, eh bien, ça dépend souvent de la taille des entreprises et des moyens dont elles disposent. C'est extrêmement coûteux. Ça demande de la ressource, ça demande de faire de l'analyse de ses activités, ça demande de se donner des objectifs, de suivre ces objectifs, de faire des reportings. Et je pense que pour les small et mid cap en particulier, c'est un enjeu qui est compliqué. Oui, Donc nous avons, je crois, ces 2 sujets. Donc pour vous répondre, je pense qu'avoir une agence qui est contrôlée, régulée, qui elle-même fait du contrôle, qui donne des normes, qui s'appliquent à toutes les entreprises, ce serait déjà, excellent. Est-ce que ça doit être public ou privé? Vous voyez, je pense que le débat, je le d'accord, mets plutôt là-dessus. d'accord. En tout cas, indépendant serait sans doute peut-être Ah une oui, autre façon, On va devoir allez. malheureusement bientôt devoir vous quitter pour passer la parole à Pierre Ducret. Juste un petit mot de la fin en vous remerciant infiniment Emmanuel et Laurent. Mais que veux-tu dire, Laurent? Alors, en fait, on voulait parler après du monde opérationnel pour un investisseur et dire, dans ce cas-là, Emmanuel, parce que c'était un peu plus long que ça, j'ai vu qu'au niveau du temps, on a été un petit peu en retard. Bon, Emmanuel, alors dans ce cas-là, peut-être parler de ce que la Banque Postale Asset Management fait, quels sont vos objectifs pour être en ligne avec l'accord de Paris, et comme ça, on passe directement en mode conclusion. mot de conclusion, écoutez, je pense qu'être en ligne avec les accords de Paris, ça c'est une évidence et c'est quelque chose que l'on doit faire à 2 niveaux. Le premier, c'est au niveau de l'entreprise. Donc nous-mêmes allons communiquer bientôt sur la façon dont on va se mettre en ordre de marche pour respecter, nous, en tant que société de gestion, les 1,5 degrés. Et puis, c'est dans nos portefeuilles de plus en plus onboarder toutes les données dont on dispose qui nous permettent dans les portefeuilles, au-delà du reporting sur les gaz à effet de serre que l'on fait de façon systématique, de pouvoir construire des portefeuilles climatiques. Aujourd'hui, c'est encore un peu court. Et puis, des portefeuilles à impact ensuite. Et faire de la sélection d'entreprises sur des entreprises qui sont les plus vertueuses en termes de réchauffement climatique, ou en tout cas de lutte contre le réchauffement climatique. Donc ça, ce sont les 2 axes climatiques sur lesquels nous sommes concentrés en ce moment. Alors peut-être un dernier point, est-ce que vous allez utiliser les températures des entreprises pour pouvoir calculer des trajectoires de température de vos portefeuilles? Alors, utiliser des températures, c'est absolument l'objectif. Le problème que l'on a, c'est que toutes les entreprises ne donnent pas cette information et donc, une fois de plus, on a une problématique de pouvoir avoir une information qui soit fiable et de qualité sur l'ensemble des portefeuilles. Mais c'est absolument l'objectif parce que utiliser, l'objectif de température dans les portefeuilles, ceci nous permettra réellement de suivre l'impact climatique des investissements, que nous opérons, dans les portefeuilles. Alors Voilà. il faut que nous reparlions ensemble des températures du CDP puisque nous avons lancé ça très récemment et donc j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler très rapidement. Donc voilà, Sylviane, je Un, te rends l'antenne comme on dit. un grand merci, un grand merci à tous les deux parce que c'était limpide, pourtant des sujets complexes, mais particulièrement explicites avec vous et aussi on le sent une sorte de volonté, d'optimisme un peu qu'Emmanuel Mouret nous a partagé. Donc merci à vous deux, merci Laurent pour tout ce que fait aussi le CDP pour rendre toutes ces actions plus claires avec chaque année des notes, chaque année des évaluations et de plus en plus sur des sujets variés, hein, évidemment, aussi au-delà de l'action climatique stricto sensu avec des sujets comme l'eau, la forêt, toute une série d'éléments très très importants. Je voudrais passer la parole maintenant à Pierre Ducret parce que Pierre, ceux qui ne le connaissent pas, déjà ça ne serait pas normal parce que s'intéresser aux enjeux climat sans connaître Pierre Ducret, ce n'est pas s'intéresser aux enjeux climat. Et Pierre, lui aussi, a été et est l'un des grands acteurs de cette question depuis longtemps, avec de nombreuses responsabilités dans les domaines de l'investissement et de la finance climat, avec à la Caisse des dépôts aussi une action de longue date. Et puis aujourd'hui, depuis de nombreuses années, au sein du think tank I4C. Peut-être Pierre, peux-tu nous décrire ton point de vue sur les évolutions depuis la COP21? Comment la finance climat s'est-elle orientée? Qu'est-ce qu'on peut dire? Quelles sont les idées clés
également à garder en tête et nous faire part avec peut-être l'appui de Jacques Rosemont de la Banque de Territoire. Donc Jacques, qui est directeur des projets développement durable de la Banque des Territoires, nous dire très concrètement comment on investit et comment on choisit et pourquoi on accompagne la transition écologique et climatique aujourd'hui. À toi la parole, Pierre, et je te laisse mener maintenant ce duo pour cette deuxième partie de notre table ronde finance-climat, effet de levier. Merci Sylviane, bonjour à tous et à tous. Alors Jacques, je ne te vois pas, est-ce que tu es là? Et est-ce que Jacques Rosemont est là? Il n'est pas là pour le moment, donc on va essayer de l'appeler. Il a dû quitter, il va revenir. Donc peut-être tu commences, Pierre. Bon, alors j'avais prévu plutôt de parler après lui pour le faire parler d'abord du rôle de la Caisse des dépôts, de la Banque de Territoire en tant que banque de développement française domestique sur ce sujet, mais je peux commencer par la fin, qui est plutôt un wrap-up sur ce qui s'est passé dans le domaine de la finance depuis 5 ans. Et moi, je vais tenir des propos peut-être un petit peu plus positifs, un petit peu plus optimistes que ceux de Bertrand au début, même si je suis tout à fait d'accord avec lui sur beaucoup de choses. Mais je voudrais juste compter les points, en quelque sorte. Alors, d'abord, dans l'accord lui-même, il y a quelque chose de très, très étonnant. Et ça, on le doit au génie des négociateurs, et notamment des négociateurs français. C'est que vous vous souvenez, il y a 3 objectifs dans l'accord de Paris. Le premier, c'est l'objectif de réduction des émissions pour atteindre un maximum de degrés, ce qui veut dire la neutralité carbone au milieu du siècle si on veut être à 1,5 degré. Ça, c'est le résultat d'ailleurs du rapport du GIEC qui a suivi la COP. Donc c'est cette idée de l'alignement de l'économie sur la neutralité carbone au milieu du siècle. Là-dessus, il y a des progrès importants qui ont été faits récemment avec l'engagement outre l'Europe, de la Chine pour 2060, du Japon, de la Corée et bientôt des États-Unis. C'est une part très très importante du PIB mondial maintenant qui prend cet objectif d'alignement. On a un deuxième objectif qui est l'objectif d'adaptation et de construction de sociétés résilientes. Et puis, c'est la chose très étonnante, il y a un troisième objectif au même niveau que les 2 précédents, qui est l'objectif d'alignement des flux de capitaux sur les 2 objectifs précédents. C'est l'introduction vraiment de la question du rôle du marché des capitaux dans cette affaire qui est une des grandes originalités de l'accord de Paris. Rappelons-nous qu'avant ça, on ne parlait en termes de finance que d'une seule chose, c'était les fameux 100 milliards de transferts, de flux de transferts du nord vers le sud, et que tout tournait autour de ça, alors que c'est un problème qui est important, certes, pour les pays du Sud, mais qui est assez microscopique à l'échelle de la finance mondiale. Donc, c'est un objectif très, très important d'alignement des flux de capitaux. Comment a-t-il progressé, en quelque sorte, depuis 5 ans? Mais moi, je trouve que les progrès sont considérables, si vous voulez. Ils sont considérables à la fois du côté du crédit et du côté de l'equity, des fonds propres. Du côté du crédit, on a vu se développer, ça existait avant, mais ça s'est développé très très rapidement, les obligations vertes qui se sont développées sans intervention publique, simplement par la demande des investisseurs. Elles représentent encore une part très importante, très minime du marché global obligataire, mais elles ont introduit dans le cerveau du marché obligataire une question tout à fait nouvelle qui est: où va l'argent? À quoi ça sert? Où on le met? Et ce point-là est à mon avis important, et il n'est pas prêt de sortir du logiciel de la finance. D'autant plus qu'une deuxième question un peu différente et plus difficile est introduite de plus en plus, c'est quel impact? Non seulement où est-ce qu'on le met, mais en plus qu'est-ce que ça produit comme effet? Et ça, cette exigence qui vient des investisseurs est une idée tout à fait nouvelle. En dehors du marché obligataire, les prêts verts se multiplient, c'est-à-dire que les banques, dans leur activité de crédit, sont elles-mêmes à la recherche d'actifs à financer, d'activités à financer, qui puissent être considérés comme compatibles avec les objectifs climat. Et elles sont prêtes à faire des discounts sur les coûts de ces prêts si effectivement ils sont verts, pour pouvoir remplir leur bilan. Je vais revenir aux raisons pour lesquelles évidemment les acteurs financiers agissent de cette façon-là. Du côté de la notation, on vient d'en parler,
effectivement, l'oligopole des grandes agences de notation de crédit a acheté des équipes d'analyse extra-financière et commence à intégrer dans ces analyses de crédit des éléments extra-financiers, même si ça reste encore un peu marginal, mais ça rentre effectivement dans la question d'analyse de crédit. Au passage, il existe une petite agence indépendante financière française. J'ai l'honneur d'être président de son conseil de surveillance et elle s'appelle Kivalio, donc toutes les équipes et qui intègre une équipe extra-financière qui s'appelle Etifinance. Toutes les équipes extra-financières ne sont pas passées sous pavillon américain. Du côté de l'equity, du côté du marché des fonds propres, que ce soit la partie cotée ou non cotée, à quoi est-ce qu'on assiste? On assiste à la multiplication des fonds qui ont des objectifs, qui travaillent sur des principes d'investissement socialement responsable, qui en gros pratiquent des sélections en gros d'investissement notamment sur la base de critères environnementaux en utilisant des méthodologies best in class sur ces critères environnementaux. On voit apparaître des fonds verts. Il y a un appétit des investisseurs pour aller vers des fonds entièrement dédiés à des entreprises et à des activités compatibles avec le climat. Récemment, sur la place de Paris, des fonds Ambition Climat qui ont été lancés d'ailleurs à l'initiative de la Caisse des dépôts et d'assureurs prennent comme objectif un alignement complet sur les objectifs climatiques, sur les objectifs de neutralité carbone. On voit des politiques d'exclusion de certaines activités. C'est particulièrement vrai pour le charbon, mais maintenant de plus en plus pour des activités dans le domaine des fossiles, et qu'on appelle les fossiles extrêmes, les fossiles non conventionnels, en quelque sorte, offshore profond, arctique, shale gaz, shale oil, etc. Et on voit même des compagnies d'assurance qui commencent à pratiquer des politiques d'exclusion, compagnies d'assurance sur leur passif, c'est-à-dire qui disent qu'elles n'assureront plus un certain nombre d'activités. Et on voit enfin des politiques d'engagement actionnarial massives. Il y a de grandes coalitions d'investisseurs qui gèrent des trillions de dollars, des milliers de milliards de dollars, s'engager en permanence, faire pression sur les entreprises pour leur demander d'aligner leur propre stratégie. Donc tout ceci, c'est des choses qui sont tout à fait nouvelles et qui n'étaient pas prévisibles à cette vitesse-là il y a 5 ans. La finance verte, ce n'est plus seulement une poche verte qui serait en expansion, c'est vraiment un processus de transformation globale de l'industrie financière dans toutes ses composantes. La banque, l'assurance, l'asset management. Et pourquoi est-ce que ça progresse? Alors, il y a 2 raisons. La première raison, c'est la prise de conscience des risques. La finance a pris conscience du fait qu'elle ne pouvait pas être passive en tant qu'industrie dans cette affaire parce qu'elle était elle-même à risque. Et disons, pour faire simple, qu'elle a pris conscience que sa responsabilité fiduciaire, désormais, sur quoi d'ailleurs elle peut être mise en cause, ces responsables peuvent être mis en cause pénalement, en quelque sorte, ou au moins civilement, était en jeu. Et qu'il fallait en tenir compte dans sa gestion. Et puis, la deuxième grande raison, au-delà des risques, c'est le fait que les superviseurs et les régulateurs eux-mêmes s'en mêlent. Or, l'industrie financière est finalement, même si elle comprend un certain nombre de flibustiers, elle est quand même globalement une industrie assez disciplinée et même très moutonnière. Elle est célèbre pour ça. Et à partir du moment où les superviseurs et les régulateurs, qui eux-mêmes ont compris que le climat était d'un danger pour la stabilité financière, s'en mêlent, l'industrie, dans une large mesure, s'engage dans cette voie-là. Or, ça, c'est particulièrement vrai en Europe, avec que ce soit le régulateur, c'est-à-dire la Commission européenne, ou les superviseurs, les agences de supervision. On a véritablement toute une panoplie d'actions qui se mettent en œuvre. Mais c'est vrai aussi, qui ont été évoquées tout à l'heure, je n'y reviendrai pas parce que je ne vais pas être trop long, mais c'est vrai aussi en Chine, et je pense que ça va être le cas demain avec l'administration Biden aux États-Unis. On voit même maintenant la politique monétaire se préoccuper de son propre verdissement, de sa compatibilité avec les objectifs climatiques. Et enfin, c'est un point qui a été évoqué
par Emmanuel et par Laurent, le sujet des normes de reporting extra-financier devient un sujet majeur avec une très forte compétition entre l'Europe et les États-Unis. Mais on voit bien que, d'ailleurs, il faudra bien arriver à des compromis, mais ce sujet devient majeur. Il s'agit de construire un modèle de reporting extra-financier qui soit aussi rigoureux que le modèle financier lui-même. Et le prochain pas dans tout ça, ça va être la question de l'épargne individuelle. C'est-à-dire que l'épargne individuelle, à partir du moment où il y aura des labels, ça va être le cas en Europe, aussi clair que les labels AB pour les produits alimentaires qui seront posés sur les produits d'épargne individuelle, ben, les épargnants vont aller vers ce genre de produits. Et donc, vous voyez, le message, c'est que l'accès au capital, d'une façon générale, pour les entreprises, va exiger de plus en plus qu'elles prouvent elles-mêmes leur alignement avec les objectifs climatiques. Pose le problème super, des stratégies Pierre, je voulais juste indiquer, dans ce message-là qui est très important, juste dire aussi que Jacques est en ligne, Jacques Rosemont, et on pourra avoir son témoignage sur ce que la Banque des Territoires, la façon dont elle flèche justement différents projets de développement durable et d'action climatique. Est-ce que tu peux voir avec Jacques ce qu'il en est ? Bien sûr. Donc, moi, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il me semble que les choses avancent assez vite. Je reviendrai tout à l'heure sur la réserve pour rejoindre quand même Bertrand sur la réserve qu'on peut faire sur tout ça. Mais avant ça, Jacques, puisque tu es maintenant en ligne, est-ce que tu peux apporter ton témoignage au nom de la Banque des Territoires, puisque la Caisse des dépôts dans son ensemble, la Banque des Territoires en particulier, ont justement une stratégie d'alignement sur la neutralité carbone 2050. Comment est-ce que concrètement vous le mettez en œuvre dans le financement des territoires ? Non. Bonjour à tous. Je me retrouve énormément dans le discours que tu tiens, Pierre, parce que effectivement, on voit bien comment en 5 ans les choses ont changé, et on voit bien aussi comment, durant simplement la dernière année qu'on vient de traverser, au-delà de voir les choses qui ont changé, on voit que les choses ont été acceptées. Et je fais bien le distinguo entre les choses qui changent et les choses qu'on accepte, hein, parce que c'est vraiment important dans le quotidien des investisseurs et des prêteurs de changer de paradigme et changer de regard quant à la façon dont on appréhende un projet. Notre approche et notre stratégie, hein, par rapport à l'alignement d'une approche zéro carbone, je préfère parler d'approche plutôt que de parler de zéro carbone pur. Ben, elle est en fait assez simple, hein, en réalité. On a une vision assez claire de ce que va apporter un projet. Alors, j'aime beaucoup, de façon générale, plutôt parler de la vie d'un projet plutôt que de dire ça on fait, ça on ne fait pas. Parce que à la Banque des Territoires, on n'est pas dans un établissement qui pratiquons des exclusions par principe, mais qui pratiquons des exclusions par déontologie plutôt et par approche globale des projets. Ce que je veux dire par là, c'est que on va regarder avant toute chose l'usage que va porter un projet et l'impact qu'il va avoir. Donc l'usage, c'est effectivement la fonction, par exemple mobilité, et la fonction qu'il va apporter, c'est désenclaver un territoire. Et on va se retrouver avec une équation toujours très complexe en tant qu'acteur d'intérêt général, qui est comment je concilie de façon quasi systématique mon apport au territoire et aux populations avec en face l'impact que je vais générer et comment je vais pouvoir faire en sorte de pouvoir à minima maîtriser cet impact et à maxima finalement neutraliser, voire même générer un impact positif de façon générale. Et en fait, pour pouvoir faire ça, ce qu'on a fait, c'est que on a sur la partie mobilité, sur la partie énergie, mais sur la partie bâtimentaire, on a développé plusieurs stratégies distinctes qui vont nous amener à mesurer de façon quasi systématique notre empreinte financière sur notre bilan, parce qu'on est des investisseurs et qu'on cherche à avoir, aussi faible soit-il, une rentabilité réelle sur le terrain, mais on va surtout chercher à avoir derrière ça un impact positif qui, sur le long terme, en tant qu'acteur de long terme, va générer finalement des valorisations non financières, ou en tout cas non monétisées à l'instant T.
Et c'est cette partie non monétisée qui va autant nous intéresser que la partie monétisable. Et c'est pour ça que maintenant, depuis 2 ans, on a mis en place une démarche un petit peu en rupture par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres établissements, qui est finalement assez simple. Tous les établissements financiers, à la banque de façon générale, sur la place, ont tous un PMT, ce qu'on appelle un plan moyen terme. Tous les établissements financiers mesurent l'empreinte des projets qu'ils ont financés. Mais ce qu'on a mis en place en complément pour pouvoir justement avoir une stratégie plus prospective qui porte une ambition et qui s'inscrive vraiment dans une dynamique de neutralisation à terme, on a mis en place dans le PMT un volet extra-financier. Et aujourd'hui, le plan moyen terme de la Banque des Territoires, c'est un plan moyen terme qui dispose de 2 facettes. Une facette financière et une facette extra-financière. Et on se fixe des objectifs, aussi bien financiers qu'extra-financiers. Et si jamais un projet va parfaitement répondre à tous les critères des critères financiers qu'on peut avoir, il faudra aussi que dans le même temps, ils soient en capacité de répondre à nos exigences extra-financières par rapport à ça. On n'est pas du coup dans une politique d'exclusion, mais on est dans une politique de suivi dynamique et prospectif des impacts extra-financiers qu'on va générer. Ça, c'est depuis 2 ans qu'on met en place ça. Il faut reconnaître qu'on est sur quelque chose d'expérimental parce que à chaque fois on apprend. On est sur des unités de mesure qui, en fonction du fait qu'on soit sur de l'habitat, de la mobilité, de l'énergie, on est sur des unités de mesure qui sont jamais exactement les mêmes. On doit appréhender les spécificités territoriales. Et donc, du coup, voilà, il y a un travail de j'apprends en marchant, on apprend en marchant, mais par contre, on fige un certain nombre de choses. Parce que la difficulté à laquelle on est confronté dans ces moments-là, c'est le fait qu'il faut garder une stabilité dans nos indicateurs extra-financiers pour pouvoir ensuite bien correctement les valoriser et pourquoi pas un jour, parce qu'on n'y est pas encore, pouvoir aussi les intégrer dans un bilan financier. Parce qu'en fait, on sait très bien, Pierre, tu le sais, je le sais, enfin, on partage tous autour de cette table de façon générale, mais on sait très bien qu'en réalité, il y a des actions qui coûtent facialement plus cher à un instant T, qui ont un impact bien moins important sur l'environnement et qui en réalité permettent des coûts évités extrêmement forts. Voilà un peu la démarche globale qu'on met en place à la Banque des Territoires et sur les projets de façon. J'ai essayé d'avoir une approche transversale par rapport à tout ce qu'on fait. Merci Jacques. Un grand merci Jacques. Est-ce que tu veux dire juste 3 mots de conclusion pour notre table ronde, Pierre? Oui, je dirais 2 choses. La première chose, c'est que ce que vient d'illustrer Jacques, c'est le rôle d'une banque de développement publique qui prend au sérieux cette question-là. Elle n'est pas la seule. D'autres banques de développement, il y a eu un sommet récemment organisé par la SD des banques de développement qui était organisé en France. De plus en plus, les banques de développement s'engagent dans cette voie. Elles ont un rôle très très important parce qu'elles représentent un segment des finances publiques qui est décisive et qui permet en plus de faire levier sur les financements privés. C'est la fameuse blended finance qui a été abordée par Bertrand. On voit dans le domaine des finances publiques, un autre phénomène se développer, particulièrement en France, c'est l'alignement des budgets publics eux-mêmes. Le gouvernement a mis en place un budget climat, une analyse en fait, qui consiste à scanner en quelque sorte son budget à la loi de finances au regard des objectifs climatiques. Et I4C, le think tank que je préside, a mis au point avec quelques grandes villes françaises, grandes villes et agglomérations françaises, une procédure similaire pour les budgets locaux. Donc l'alignement des finances publiques est une des conditions du succès de cette affaire et il y a plutôt des facteurs favorables aujourd'hui dans ce domaine. On le voit, le plan de relance français, le plan de relance européen intègrent les objectifs climat et il faut absolument que rien dans ces plans de relance
ne permettent de financer, de relancer des activités qui ne seraient pas compatibles avec l'objectif net zéro. Donc ça, tout ça, il me semble, pardon de paraître un peu angélique et trop optimiste, mais je pense que ce sont des résultats très importants des 5 dernières années. Je terminerai en disant que cette question de l'alignement est vraiment fondamentale et très difficile pour les entreprises, et notamment pour les entreprises petites et moyennes. Comment faire pour aligner leur stratégie? Mais c'est vrai aussi, d'ailleurs, Jacques approuvera certainement, pour des collectivités locales de taille réduite. Comment faire pour mettre en place des stratégies d'alignement? On ne change pas du tout du jour au lendemain. Et donc, je voudrais faire un lien avec le débat qui va suivre et notamment faire un clin d'œil à Monica de Virgilis, qui m'a embarqué dans l'affaire de Chapter Zero France, qui est justement une association qui vise à armer les membres des conseils d'administration, puisque ce sont les conseils d'administration des entreprises qui ont de plus en plus le rôle consistant à fixer les stratégies. Donc, la cible de Chapter Zero France que préside Monica, c'est justement, elle en parlera tout à l'heure, d'aider les administrateurs à apprécier, à évaluer ces stratégies de long terme d'alignement sur l'objectif de neutralité carbone 2050. Merci beaucoup. Merci à toi, Pierre. C'est vraiment totalement passionnant. Est-ce que c'est ton avis, Joël? Joël, il voulait revenir un peu sur ce sujet avec les 3-4 points que tu as retenus de l'ensemble de ces discussions. Oui, très brièvement. Bonjour, Joël. Bonjour, Joël. Salut Pierre. Alors, je voulais justement commencer par dire que je suis tout à fait d'accord avec Pierre et sa vision du verre d'eau à moitié plein. On sait faire de la dette verte, on sait faire de l'equity verte, on pourrait, si on voulait, on saurait faire également des budgets publics verdis. Je pense qu'il y a 2 voies de progrès, je pense qu'il sera d'accord avec moi, il y a 2 voies de progrès. Il y a d'abord une voie de progrès, j'allais dire, dans le Sud. Je souhaite quand même rappeler les Suds, parce qu'on est sur un bien public mondial. Le climat est un bien public mondial. Bertrand Badré disait l'Europe ne peut pas être le bobo de la planète, il faut absolument embarquer avec nous le reste de la planète, et il faut suivre le reste de la planète sur ses perspectives, et la croissance de demain, le PIB de demain est là-bas. Alors je crois que tout ce qu'a dit Pierre, il faut que la même chose existe dans les pays du Sud, de la dette verte, mais aussi de l'equity verte. Et l'Afrique, par exemple, l'Afrique subsaharienne n'a pas d'equity, n'a pas accès à des fonds propres. Même la Chine, qui émet 20 milliards de dettes en moyenne annuellement vers l'Afrique, ne sait pas émettre des fonds propres, ne sait pas placer, investir des fonds propres, amener des fonds propres aux entreprises. Le Fonds vert mondial ne le fait pas bien, le GEF ne le fait pas bien, la coopération européenne ne s'est pas encore complètement saisie du sujet. Je crois que c'est un vrai sujet. Deuxième voie de progrès, d'aller au-delà de ces actifs classiques qui, en fait, concernent, j'allais dire, les émissions, mais de les étendre à l'impact et le lien à l'adaptation. Et dès qu'on parle d'adaptation, les classes d'actifs financiers sont moins claires, parce qu'il n'y a pas d'abord les émissions d'un côté et l'adaptation de l'autre. Et donc, il est très important que ces outils financiers qu'on a su développer, je suis tout à fait d'accord, pendant 5 ans, pour l'adaptation, pour l'impact sur l'environnement, on sache valoriser des projets d'adaptation pour ça. Et là, j'en reviens, et c'est mon dernier commentaire, à ce qui a été dit justement sur le rating. Eh bien, tout à fait d'accord, il est extrêmement important que l'Europe garde une maîtrise parce qu'un rating, une évaluation est porteuse de sens et de valeur, mais j'allais dire encore plus important que le rating, sur des actifs qui ne sont pas stabilisés. Je crois que ce qu'Emmanuel Mouret indiquait, c'est-à-dire l'accès à la donnée brute, surtout à un moment où l'intelligence artificielle permet que chaque structure d'investissement se fasse son opinion sur cette donnée brute, et bien avant même que de normaliser et de se battre sur qui contrôle la normalisation, je pense que d'améliorer la réflexion, la recherche et la compréhension pour définir des nouvelles classes d'actifs est extrêmement très important. Dernier point extrêmement liminaire, Bertrand Badré mentionnait les taux d'intérêt négatifs. C'est en effet porteur de risques à long terme. Il y a un risque encore plus grand que cela, c'est le fait que les pays du Sud, toujours eux, n'y aient pas accès. Le Nord peut émettre de la monnaie et ne sait pas comment il réglera le problème, mais entre-temps, il pourra utiliser tout ou partie, peut-être une faible partie de cette monnaie émise à se verdir. Le Sud n'a pas accès à ça. Ça crée une inégalité majeure sur notre planète.